Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire « Quelles aides publiques et privées pour financer vos projets innovants ?» avec la participation de BPI France. Je suis Nadira Lepagno, chargée d'innovation au sein du pôle SCS et nous sommes ensemble pour 2 heures. Concernant les modalités techniques, alors une petite slide sur les prochains événements, mais nous vous ferons parvenir les slides, vous pourrez regarder tranquillement. Le prochain événement, donc ce jeudi, une conférence Deep Tech Cyber qui aura lieu au Village Balsea, le 11 avril de 9 h à 16 h. Pour le reste des événements, je vous laisserai le soin de le regarder. Les liens vont directement sur le site web avec la présentation de l'événement en direct. Concernant les modalités techniques, pour le confort de tous, les micros et caméras des participants sont coupés. Nous vous invitons à poser vos questions via le module questions de votre tableau de bord. Nous y répondrons à la fin de chaque intervention. Ces slides de présentation vous seront communiqués par mail à l'issue de l'intervention et le replay sera disponible d'ici quelques jours sur notre site web. À la fin du webinaire, une enquête de satisfaction s'affichera à votre écran. Nous vous remercions par avance d'y consacrer une petite minute afin de nous permettre de nous améliorer. Concernant le déroulé de cette matinée, Gérard Martinez, directeur innovation SCS, vous présentera les appels à projets nationaux et régionaux. Gérard, je veux bien que tu passes à la slide suivante, merci. Ainsi que le processus de labellisation SCS. Nous verrons ensuite les aides publiques que vous pouvez solliciter pour financer vos innovations avec Anne Quentin, chargée de mission innovation chez BPI France. Et enfin, Marielle Campanella, responsable projet européen au pôle SCS, qui vous présentera l'actualité des appels à projets européens, dont notamment Horizon Europe. Je vous souhaite un trop bon webinaire et je laisse la parole à Gérard. Bonjour à tous, merci Nadira. Donc effectivement, notre réunion trimestrielle afin de vous donner un petit peu un aperçu synthétique de l'ensemble des appels à projets. Donc ça s'inscrit dans nos webinaires de financement. Donc on va principalement avoir une couverture donc sur un programme qui maintenant s'appelle France 2030. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes devenus de plus en plus familiers. Et je remercie aussi la présence d'Anne Quentin de la BPI qui va nous faire aussi un panorama assez exhaustif de l'ensemble des offres et des outils de la BPI qui est en parallèle, je dirais, de ces appels à projets. Et puis, bien entendu, le point Europe qui est aussi assez bien fourni. Quelques petits rappels d'introduction. Donc, la notion d'aide publique est réglementée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, l'aide publique, il y a une règle qui est la règle de minimis, donc qui limite à 200 000 € l'aide publique pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux. Donc ça, c'est de manière générale. Et puis après, il y a des régimes dérogatoires. Donc les régimes R&D, qui sont donc à la fois au niveau français, européen et mondial, donc des régimes dérogatoires, qui permettent d'avoir donc des aides publiques beaucoup plus conséquentes et non limitées comme la règle de minimis. Ces règles dérogatoires sont applicables donc à toute la partie R&D et innovation. Et vous en connaissez sûrement un qui est assez, on va dire, bien connu par l'ensemble des entreprises qui est de R&D, hein, c'est le CRI. Donc là-dessus, vous avez, ça s'inscrit dans ces régimes dérogatoires. Ce qui est important la plupart du temps, c'est qu'il y a un pourcentage d'aide publique potentielle quand vous êtes sélectionné sur un appel à projet. Il est important pour vous de bien qualifier votre entreprise afin de savoir le niveau d'intensité de cette aide publique que vous êtes susceptible d'obtenir. Donc, il y a une classification qui est classification française, mais européenne aussi, qui est la notion de micro-entreprise. On va pas parler de start-up, hein, mais micro-entreprise, de petites et moyennes entreprises, ETI, et bien sûr le grand groupe. Donc, c'est important d'avoir une bonne vision, surtout lorsque vous êtes une filiale à 100% d'un groupe. Parfois, vous avez l'impression d'être une PME, voire une micro-entreprise, mais en fait, vous êtes rattaché à un grand groupe et vous êtes assimilé à un grand groupe. Donc, il faut, ou une ETI, peu importe. Donc, il faut être parfaitement au fait de l'entité juridique qui postule
et de son actionnariat pour savoir si elle est qualifiable dans une petite et moyenne entreprise ou par exemple dans un groupe. Donc ça, ce sont des éléments qui sont accessibles au niveau donc du gouvernement français, hein, donc au niveau de Légifrance, et vous avez tous les détails qui vous permettent de savoir comment on va définir la catégorie de votre entreprise. Donc vous entendez parler depuis maintenant plus de 3 ans, hein, donc du programme France 2030, un programme qui ouvre 54 milliards d'euros sur une période qui a démarré fin 2021. Il a été finalement décidé d'avoir quelque chose de beaucoup plus agrégé. Précédemment, il y avait une certaine fragmentation. On avait ce qu'on avait les PIA 4, PIA 3, et puis on avait d'autres appels à projets, ce qui pouvait engendrer une certaine confusion. Donc là, aujourd'hui, tout a été regroupé sous une même labellisation qui s'appelle France 2030 et qui a un volet, qui a un budget global de 54 milliards. En ce qui concerne les appels à projets qui nous intéressent, donc si on zoome au sein de France 2030, qui regroupe quand même pas mal de sous-budgets ou de sous-catégories, en ce qui nous concerne, il y a 3 aspects, 3 types d'appels à projets, ce qu'on appelle les appels à projets de type innovation dirigée. Ça, c'est un petit peu l'historique, hein. C'était le PIA 1, PIA 2, 3 et 4, qui sont donc des appels à projets pour soutenir des projets d'R&D sans nécessairement être liés à un secteur stratégique ou voire même des technologies. C'est très générique, ça couvre l'ensemble des projets qui peuvent être qualifiés de type R&D. Après, donc, il y a l'innovation plus structurelle. Donc là, c'est des entreprises, de manière générale, alors, petite confusion, j'ai dit dirigées, en fait, c'est lié à des secteurs stratégiques identifiés, et structurel n'est pas lié à des secteurs stratégiques spécifiques. Donc les deux sont tout ce qui est relatif à la partie recherche et développement. Et puis France 2030 a introduit depuis presque 3 ans maintenant un volet d'industrialisation et de soutien des filières. Et donc vous allez voir juste après quelles sont les filières qui sont principalement soutenues. Industrialisation, ça signifie, par exemple, vous verrez dans le déroulé des slides, il y a un appel à projet qui s'appelle Première usine, qui est donc l'incitation à développer une nouvelle usine pour une localisation, une relocalisation ou autre. Donc c'est tout l'aspect réindustrialisation dont on entend parler, qui s'inscrit dans cette enveloppe budgétaire et qui donc est un élément nouveau par rapport au programme d'innovation de type R&D. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce volet de 54 milliards à fin 2023, il a été engagé à peu près la moitié de ce budget, ce qui veut dire que pour les 3 prochaines années, il y a encore pratiquement la moitié de ces 54 milliards qui est encore à allouer. Lorsqu'on parle de stratégie nationale d'accélération, donc ça c'est vraiment l'innovation dirigée, hein, donc des priorités qui ont été mises en œuvre. Cette slide n'est pas exhaustive, mais vous voyez qu'on va retrouver les thématiques sur lesquelles il y a beaucoup de communication. En ce qui nous concerne, des thématiques autour du numérique, donc thématiques autour de la cybersécurité, l'intelligence artificielle, bien entendu. Après, tout ce qui est relatif technologie quantique, on entend, mais pas que, puisqu'il y a aussi le cloud, la santé numérique, les technologies télécommunications et principalement 5G, voire 6G. Et puis, par exemple, le verdissement numérique qui permet d'avoir des technologies un petit peu plus frugales et qui participent aussi potentiellement à la décarbonation de l'industrie. Donc en fait, une innovation dirigée qui se retrouve au travers de toutes ces thématiques que vous pouvez investiguer un petit peu plus en détail sur le site du gouvernement. Donc là, ici, en URL. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous,
tant que pôle donc, numérique et deep tech, on est bien entendu en prise directe sur certaines stratégies nationales d'accélération, et puis on est très transverse, puisque, par exemple, sur les bâtiments innovants ou les villes durables, on va retrouver une forte intensité de technologies de numérique, de l'IoT principalement. Donc, on va se retrouver de manière transverse sur l'ensemble des stratégies d'accélération. Donc, quand on va parler d'appel à projet, en fait, avant de parler d'appel à projet, il faut parler de votre projet. Votre projet ne doit pas être fabriqué parce qu'il y a un appel à projet. Votre projet répond à une logique d'entreprise qui est la vôtre. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver sur des problématiques classiques d'une entreprise, de quel marché on parle. Bien entendu, comme on est sur un aspect innovant, de quelle typologie d'innovation on parle, quels sont les verrous que vous allez rencontrer dans votre projet. Et il faut bâtir un programme qui soit cohérent par rapport à votre feuille de route d'entreprise, principalement de votre stratégie d'implémentation, qu'elle soit de 3 à 5 ans, mais de votre innovation jusqu'à son industrialisation pratique. Ce qui est important, c'est bien entendu d'avoir une viabilité financière. Ça veut dire que votre projet ne peut pas reposer uniquement sur une potentielle aide publique. Votre projet doit être robuste, doit être à la fois autofinancé en partie. Et la notion d'aide publique, c'est vraiment pour vous inciter à accélérer votre feuille de route, accélérer votre projet, mais ça ne doit pas être une condition, je dirais, nécessaire pour dérouler votre projet. Ce qui est important dans la mission de ces aides publiques, à la fois dans le fait que ce soit des stratégies d'accélération, mais il n'y a pas que, il y a aussi l'impact économique. C'est-à-dire, assurez-vous que votre projet s'inscrit dans une demande et d'attente de marché. Donc, ça veut dire que derrière, vous avez un business plan qui est conséquent en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'emploi. Et puis après, être capable de vous identifier au sein d'une filière, ce qui est toujours beaucoup plus intéressant quand vous êtes sur des stratégies nationales d'accélération. Bien entendu, là où on intervient, c'est la notion de labellisation. Donc, la notion de labellisation d'un pôle de compétitivité. Donc, pôle de compétitivité est avant tout lui-même labellisé par l'État et il a une délégation pour vous labelliser le projet. La labellisation du projet, je vous décrirai un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, la labellisation n'est plus obligatoire, ce qu'il a été dans le passé, afin de ne pas être discriminant, mais ça offre bien entendu un bonus qualitatif de manière générale et puis un bonus quantitatif sur certains appels à projets où lorsque le projet est labellisé, il peut avoir un pourcentage d'aide publique beaucoup plus important. Donc, au sein de votre projet, une fois que vous avez une feuille de route et que vous avez une bonne vision du déroulé de votre projet, ce qui est important, c'est de savoir bien qualifier aussi le point de départ et le point d'arrivée de votre projet. Donc, le point de départ, c'est est-ce qu'aujourd'hui, j'ai validé sur une maquette, sur un prototype. Est-ce que je suis donc à un TRL 4 et puis mon objectif, c'est d'avoir un système achevé pour, bien entendu, ensuite pouvoir basculer sur une industrialisation ou mise sur le marché. Pourquoi c'est important de le qualifier? Puisqu'en fonction des appels à projets, on va vous dire, cet appel à projet est plutôt pour des concepts technologiques qui ensuite peuvent se concrétiser sur des maquettes en laboratoire. Donc, il ne faut pas se tromper d'appel à projet sur ce qu'on appelle la chaîne d'innovation ou TRL. Il est important de bien savoir si vous êtes sur de la démonstration de la technologie, sur un développement de système sous système, ou si vous êtes sur une recherche technologique fondamentale, parce que ça ne sert à rien de postuler un appel à projet si on n'est pas sur le bon TRL attendu pour cet appel à projet.
Donc ça, c'est très important quand vous démarrez les premières tâches d'élaboration de votre projet, de savoir quel est votre point de départ et le point d'arrivée sur lequel vous souhaitez aboutir. On parle beaucoup d'innovation, donc l'innovation, c'est certain, dans notre pôle de compétitivité numérique, on a beaucoup parlé d'innovation qui est plutôt une innovation technologique, donc nouvelles technologies ou l'usage de nouvelles technologies, mais c'est pas que ça l'innovation, hein. Donc là, vous avez toute une liste de potentielles innovations, hein. Aujourd'hui, on peut parler d'innovation de procédés ou d'organisation, au même titre qu'on peut parler d'une innovation de produits ou de services ou d'usage, hein. Quand on passe d'une vente de solutions logicielles à une vente de solutions type SaaS, ben, c'est une innovation au sens service, la manière dont vous allez servir vos clients existants ou potentiels et le business model qui va en découler. Donc, il est important de bien aussi qualifier là où les innovations de votre projet et ne pas être bridé en disant, mais de toute façon, moi, je n'ai pas vraiment d'innovation technologique. OK, certes, mais aujourd'hui, l'usage que vous pouvez faire du numérique peut vous amener à avoir d'autres typologies d'innovation. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes sur une innovation incrémentale ou une innovation de rupture ou radicale, comme on dit. Incrémentale, ben, il n'y a pas non plus besoin d'avoir nécessairement que des innovations de type de rupture. Je veux dire, c'est très, on va dire, innovant, bien entendu, au sens noble du terme, mais ce n'est pas nécessairement le plus important. Le plus important, c'est aussi d'avoir, sur les entreprises établies, d'avoir une innovation incrémentale sur une nouvelle génération de produits dont l'usage, par exemple, est d'être beaucoup plus économe en énergie, c'est aussi une stratégie d'accélération et qui va vous permettre de basculer sur un autre type de technologie. Donc, vous l'êtes plutôt en incrémental. L'innovation radicale est beaucoup plus, on va dire, présente au sein de startups ou de nouvelles technologies mises sur le marché. Mais si on doit retenir un élément, c'est que ne soyez pas, d'abord, ce n'est pas exclusif, on peut avoir plusieurs typologies d'innovation et surtout pour l'ensemble de nos membres, ne soyez pas uniquement focalisés sur de l'innovation technologique. Ce qui est important pour vos projets, c'est aussi de bien avoir connaissance de l'état financier de votre entreprise. Il y a deux règles qui sont, on va dire, peuvent avoir des caractères de non-éligibilité, c'est-à-dire que vous devez avoir un niveau de fonds propres cohérent avec les dépenses du projet. C'est-à-dire que si vous postulez une aide publique qui peut être de 50, on va dire, hein, vous êtes obligé de montrer que vous avez aussi vos fonds propres équivalents à 50. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'avoir un autofinancement de 50% de votre projet. Donc ça, c'est très important, hein, puisque les fonds propres sont un élément qui vous permet aussi de savoir à quelle typologie d'appel à projet vous êtes susceptible de pouvoir postuler. Et puis après, il y a aussi la notion d'entreprise en difficulté au sens de la CE. Donc, si vos pertes dépassent la moitié des capitaux propres, vous allez être qualifié en entreprise en difficulté. Et ça aussi, ça devient un élément de non-éligibilité. Alors, ce qu'il faut, lorsque vous avez maîtrisé ces éléments, si vous êtes sur un des critères de non-éligibilité, si vous êtes dans un processus de levée de fonds, hein, pour justement remonter vos fonds propres, de manière générale, ça vous permet à ce moment-là de vous engager, même si le processus n'est pas terminé. Mais par contre, il faut s'assurer que vous avez la possibilité d'achever le processus de levée de fonds au moment de la sélection potentielle de votre projet. Voilà, donc ça, ce sont des éléments financiers. Bon, en général, pour nos membres, ce sont des points que l'on vérifie et que l'on discute dès le début de la présentation des projets avec nos membres. Donc, dans la partie présentation que je vais vous faire après sur les appels à projets, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez
avoir beaucoup de typologies d'appels à projets qui sont à la fois sur des budgets qui peuvent être des budgets de petite envergure et jusqu'à des budgets de très haute intensité, hein, donc supérieurs à 10 millions d'euros, voire 50 millions par moment. Et puis ensuite, vous allez vous retrouver aussi au niveau donc, des TRL que l'on a vu précédemment, ce qui va vous permettre de vous situer. Donc là, c'est tout ça pour vous dire que de manière générale, il existe toujours un appel à projet qui est dimensionné pour votre projet, quelle que soit la nature de votre projet, quel que soit son budget et quel que soit son niveau de TRL. Un élément très important à prendre en compte dans l'élaboration de vos projets, c'est l'aspect temporalité. Il est important, donc là vous avez le planning que l'on met à disposition au sein de nos membres. Bon, il est non exhaustif parce qu'autrement on aurait besoin de plusieurs pages. Mais ce qui est important de retenir là-dessus, c'est pas nécessairement le détail, c'est de comprendre que votre projet doit se préparer très en amont. Lorsque vous avez un projet, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle l'innovation dirigée, vous voyez, on a des appels à projets qui sont ouverts pour 2 mois. Et donc, à partir de là, si vous n'avez pas précédemment bien préparé votre projet, ben, vous avez des difficultés à le boucler de manière qualitative la plupart du temps, ce qui fait que ça vous pénalise si vous êtes dans le rush pour déposer votre projet. Savoir que ces appels à projets, c'est à la fois dire un petit peu de compétition de projet, hein, donc c'est des concours où il y a des limitations, donc c'est un petit peu ridicule de ne pas être sélectionné tout simplement parce que la forme ou une partie du fond de votre projet n'a pas bien été retranscrit ou exprimé. Donc je vous invite à nous solliciter lorsque vous avez un projet pour savoir qu'est-ce qui est en cours, comment le positionner sur un planning, mais qu'est-ce qui est à venir aussi, puisqu'on a un certain nombre d'informations où l'on sait que, par exemple, en termes d'innovation dirigée, vous avez des appels à projets sur des thématiques comme l'IA, comme le cyber, qui sont des appels à projets périodiques, mais pour lesquels, par exemple, vous n'avez pas nécessairement toute l'année des relèves qui vous permettent de déposer votre projet. Donc, prenez bien connaissance de ces plannings. Vous les avez à disposition sur notre site web. Et puis, vous avez surtout la possibilité de nous contacter pour justement étudier quelle serait la meilleure opportunité par rapport à votre projet en termes d'appel à projet, en termes de timing. Donc, pour chaque type d'appel à projet, et là j'irai assez vite parce qu'autrement on a besoin de beaucoup plus de temps pour détailler chaque typologie d'appel à projet, mais on a fait un extract qui va vous permettre de regarder ce que c'est que l'innovation structurelle, l'innovation dirigée et la partie industrialisation. Donc l'appel à projet IDEMO, qui est un appel à projet national, donc ce sont des projets qui sont supérieurs à 4 millions d'euros, qui peuvent être de type individuel ou collaboratif. Donc là, vous voyez que 4 millions d'euros, on commence à parler de projets très conséquents. En général, ce sont des projets où on a des grands groupes, et puis des ETI, des PME, et surtout un partenaire académique, puisque l'objectif de ces appels à projets, c'est d'avoir une notion de collaboration entre plusieurs typologies d'entreprises et surtout le monde académique. Donc là, vous avez aussi le taux d'aide publique pour lequel vous êtes susceptible d'être éligible. Donc vous avez, pour une petite entreprise, vous pouvez avoir de 70 à 70% d'aide publique sur votre projet si vous êtes dans la recherche industrielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appel à projet où vous avez à peu près, donc l'aide publique se décompose en 75% de subventions et le reste qui est de l'avance récupérable en fonction de critères qui sont à définir, critères techniques et critères potentiellement commerciaux pour savoir si vous êtes aussi susceptible de rendre cette avance récupérable.
considérable qui n'est que de 25%. Donc là-dessus, au niveau du pôle, on instruit donc au fil de l'eau. Hein, vous avez des relèves, deux relèves par an, hein, et cet appel à projet est ouvert toute l'année. Donc il suffit d'avoir un projet collaboratif et puis on peut le déposer à n'importe quel moment. Mais par contre, il y a des relèves intermédiaires. Là, il y en a une qui sera fin mai. Vous avez l'équivalent donc de cet appel à projet qu'on appelle IDEMO régionalisé. Sa particularité, c'est qu'il est sur des projets qui peuvent aller de 500 à 4 millions d'euros. Donc, vous voyez, IDEMO national, c'était au-dessus de 4 millions d'euros. Alors, quand on parle de budget projet, c'est l'ensemble du projet, hein, tous les partenaires, et donc c'est l'addition de l'ensemble des budgets des partenaires. Mais dans un appel à projet donc régionalisé, vous avez des projets qui peuvent être d'envergure beaucoup plus petite, hein, donc de 500 à 4 millions de projets. Et ça peut être avec des projets donc, qui sont régionaux, donc d'une même région, ou qui peuvent être sur plusieurs régions. Donc là, ce sont des projets qui sont financés à la fois en aide publique par l'État et la région. Donc là, vous avez un jury qui est composé donc, de représentants de l'État et de la région pour savoir si votre projet est sélectionné ou pas. Donc là, vous avez, ce qui est important, c'est de bien savoir qu'il est ouvert aussi toute l'année et vous avez des relèves intermédiaires. Il y en a 2 par an, de manière générale, et on peut déposer au fil de l'eau. Donc, toujours dans les appels à projets qui sont, on va dire, très, on va dire, le plus sollicité pour ce qui concerne le pôle. Donc, vous avez l'appel à projet d'innovation en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous avez l'équivalent à peu près dans chaque région. Mais ça s'adresse surtout à des TPE ou des PME, voire ETI, principalement. Et donc, sur des thématiques très génériques, comme vous le voyez ici. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez 2 volets, un volet faisabilité et un volet développement et pré-industrialisation. Et on peut avoir des projets de petite envergure. Donc, des projets qui peuvent démarrer à 150 000 euros jusqu'à à peu près 400 000 euros. Et là, c'est de la subvention, donc jusqu'à maximum 200 000 euros pour le financement et l'aide publique potentielle. Et puis après, vous avez sur la partie industrialisation des projets qui vont jusqu'à 1 million d'euros de manière générale. Donc ça, c'est une typologie d'appel à projet. Donc en plus, on dépose au fil de l'eau et il y a à peu près des instructions tous les mois au sein donc, de la région et des pays, régions. Et donc, on a énormément de projets. Hein, donc le plus souvent, les 2 critères qui font qu'on n'est pas éligible, c'est soit une problématique sur les fonds propres ou sur la qualification d'entreprise en difficulté, ou potentiellement le caractère innovation qui n'est pas assez fort, hein, donc qui est difficilement qualifiable. Mais autrement, c'est un appel à projet, de manière générale, que l'on voit très souvent au sein du pôle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'innovation, on va dire, structurelle. Donc, on n'a pas parlé de numérique spécifique. Et puis après, il y a les stratégies d'accélération qui sont des appels à projets nationaux. Donc actuellement, vous en avez vu un là, qui vient d'être ouvert au début du mois d'avril, donc autour de l'intelligence artificielle générative, bon, thématique très médiatisée en ce moment. Donc là-dessus, je ne vous demande pas d'apporter le nouvel algorithme ou le nouveau service type ChatGPT, bien entendu. Ce sont vraiment je dirais, une thématique très ouverte et qui offre la possibilité aujourd'hui, sur cet appel à projet, d'avoir à la fois des outils qui sont périphériques à l'IA générative, ne serait-ce que la création d'un dataset de qualité, la gestion des biais ou une vision beaucoup plus verticale de l'usage
de la spécificité sur un secteur bien défini. Donc, je vous invite pour l'ensemble de notre écosystème autour de l'IA, on parle d'IA générative, mais là-dessus, il y a des sous-fonctions ou des sous-systèmes qui peuvent être très intéressants pour l'ensemble de notre écosystème. Un avantage aussi, c'est que c'est un appel à projet qui peut être soit monopartenaire, donc individuel, soit collaboratif. Donc, on peut avoir des consortiums. Donc, on a toutes les possibilités. Et puis, les budgets projets sont de l'ordre de 1 million d'euros à 5 millions. Voilà, donc ça, c'est typiquement un appel à projet qui fait partie de ces appels à projet qui interviennent sur des stratégies d'accélération et qui sont récurrents dans le temps, donc autour de l'IA, mais celui-ci est spécifique sur, donc vous voyez, la clôture, c'est début juillet, donc c'est assez court pour ficeler votre projet. Et nous, on a qualifié, on savait que cet appel à projet allait, on ne connaissait pas le contenu exact, mais on savait qu'il allait intervenir, et donc on a déjà sollicité notre écosystème pour préparation de projet en amont. Ceci étant, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne nous avez pas sollicité en amont et que vous avez quelque chose qui est pertinent, bien entendu, cela reste tout à fait ouvert en ce qui concerne. Pareil, donc sur la partie cloud, donc là vous avez des projets très conséquents, donc qui sont très adaptés pour des consortiums, qui sont des budgets donc supérieurs à 20 millions d'euros. Alors bien entendu, quand on parle de cette typologie de projet, c'est pas des projets qui interviennent en instant T, c'est des projets qui ont été maturés bien avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sera pas des projets sur, il ne faut pas se qualifier sur des projets type SaaS sur l'IA. Ce n'est pas dans le périmètre de ce projet. Il y aura quelque chose de spécifique, je pense, dans la deuxième partie de l'année, de cette année. Et on a donc dans ce cas de figure une fenêtre pour répondre à l'appel à projet donc jusqu'au 2 octobre. Donc là-dessus, pareil, hein, ça peut être monopartenaire ou en collaboratif. Idem dans les stratégies d'accélération, donc tout ce qui est autour de la 5G et maintenant de la 6G. Donc, travaux d'R&D, les évolutions, donc les nouvelles versions 5G, les déclinaisons de nouvelles versions 5G qui sont à venir ou en cours. Les premiers travaux autour de la 6G, mais pas que de la R&D de cette typologie en termes de technologie, c'est aussi la notion de solution souveraine. Hein, donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le réseau 5G aujourd'hui est un réseau très ouvert, qui est devenu, quelque part, un mix entre beaucoup de software et du hardware. Dans le software, il y a un certain nombre de spécificités, il y a un certain nombre de positionnements potentiels pour notre écosystème. Et il y a déjà donc pas mal de sociétés de notre écosystème qui ont été lauréats, à la fois sur du hardware, à la fois sur du software. Et il y a aussi une préoccupation aujourd'hui, c'est la notion d'impact environnemental. Donc, on ne sait pas bien aujourd'hui caractériser les gains 5G ou 6G en termes d'impact environnemental, mais il y a déjà des études de cas qui peuvent montrer que c'est non négligeable si on utilise les bonnes fonctionnalités donc, de type 5G ou 6G. Donc, il y a tout cet aspect. Donc, vous voyez, 3 types de projets, très R&D, plutôt développement et applicatif, et puis après, tout ce qui est notre préoccupation autour de l'impact environnemental. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au mois de novembre. Il est assez, on le retrouve chaque année, hein, depuis 2 ans. Et puis, il peut être à la fois collaboratif et individuel. Nous avons aussi une typologie d'appel à projet qui est donc gérée dans ce cas de figure par l'Agence Innovation Défense. Donc, ce sont les projets rapides. En général, ce sont des projets duals, donc, qui permettent donc d'avoir une technologie qui est à la fois applicable dans le plan de la DGA, donc dans le secteur de la défense principalement, hein, mais aussi dans le secteur civil. Donc, si vous avez aujourd'hui une technologie qui est à la fois applicable au niveau de défense et civil,
ben, vous avez la possibilité d'aller sur cet appel à projet. Un gros avantage de cet appel à projet, c'est qu'il a un financement de subvention à 100%, ce qui est non négligeable. Il est au fil de l'eau et les projets sont de 18 à 36 mois. Ceci étant, il faut être assez vigilant. L'Agence Innovation Défense est très sélective. Donc, il faut avoir quand même un beau projet, très orienté technologie la plupart du temps. Je préfère vous informer là-dessus. Mais ceci étant, une fois que vous êtes engagé dans cette typologie d'appel à projet, ou que vous êtes sélectionné, c'est une relation très long terme. Dans le cadre de la partie industrialisation, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la notion de première usine, donc l'implantation de sites pilotes ou de production industrielle. Et là j'insiste parce que très souvent on pense que l'industrialisation c'est uniquement l'usine. Non, ça peut être aussi des plateformes industrielles mutualisées. Donc quand on parle de plateforme industrielle, il faut savoir qu'une plateforme de design électronique par exemple, c'est une plateforme industrielle. Bien entendu, elle couvre une partie de la chaîne de valeur de cette industrie, mais ça reste une plateforme industrielle. Donc, si vous avez une première ligne pilote sur une usine déjà existante, donc vous pouvez postuler. Donc ça, c'est un appel à projet qui est quand même conséquent en termes de budget. En général, c'est des budgets qui sont supérieurs à 5 millions d'euros et qui s'inscrivent sur un plan donc de financement qui doit être robuste. On parle alors, on peut parler, bien entendu, d'outils techniques, on peut parler de machines, on peut parler de plateformes, mais on peut aussi parler de foncier dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, je vous ai donné de manière non exhaustive l'ensemble des appels à projets sur lesquels on est le plus actif. Ça représente à peu près 80% de notre activité d'accompagnement et de labellisation. Vous avez à disposition sur notre site web toutes les informations qui sont relatives, ces fiches synthétiques que vous pouvez conserver, vous pouvez utiliser pour communiquer en interne ou à des tiers. Dans le cadre donc, de ces appels à projets, une de nos missions, c'est vraiment l'accompagnement et la labellisation. Donc, ça vous permet, bien entendu, de maximiser la réussite de votre projet en termes de sélection sur un appel à projet. Ce qui est important, c'est les travaux préliminaires que l'on engage avec vous lors de nos discussions initiales. Donc, c'est-à-dire cibler le bon dispositif, le cadre de financement. Bien entendu, si vous êtes sur une problématique de collaboratif, d'identifier des partenaires, soit dans notre écosystème, soit hors de notre écosystème. Et bien entendu, après, quand on rentre dans l'accompagnement, le contenu du projet, c'est avoir la capacité d'améliorer le contenu, de bien l'orienter par rapport à l'appel à projet, de bien le détailler sur les aspects les plus importants, d'avoir des avis d'experts, et bien entendu, essayer d'éviter les erreurs éliminatoires, l'aspect financier en général, mais il y a aussi le fait d'apporter un projet uniquement sur un TRL qui ne serait pas adapté, vous voyez. Bien entendu, avoir la labellisation, qui est donc à référencer lorsque vous déposez votre projet et qui donc vous apporte un label qualitatif auprès des jurys qui seront en charge d'instruire vos projets. Donc, des généralités, mais qu'il est bon de le rappeler par rapport à notre notion d'accompagnement. L'accompagnement n'est pas redondant par rapport à l'élaboration de votre dossier qui sera déposé. Au contraire, c'est une partie de votre projet. Si vous avez plusieurs typologies donc, de tâches que l'on va exécuter avec vous, vérifier les caractères d'éligibilité et puis ensuite passer sur une notion itérative pour ensuite soumettre votre projet à notre commission de projet. Donc ça dure entre 1 à 2 mois, ça peut être beaucoup plus court.
En général, quand c'est court, ça veut dire qu'on est un peu dans le rush. Donc, on essaye d'éviter. C'est pour cela qu'on a aussi ces sessions d'information qui vont nous permettre de vous sensibiliser depuis le début et pas uniquement au moment du dépôt de votre projet. Voilà, donc ça c'est assez classique. Vous avez toutes les informations aussi sur notre site. Ce qui est important, c'est que notre accompagnement, il est à la fois de proximité, mais aussi bien entendu, avec des experts qui sont représentatifs de notre écosystème. À la fois donc, des experts de start-up, de PME, de TI, de grands groupes et le monde académique de manière générale. L'ensemble de ces personnes sont donc à la fois des adhérents du pôle, mais aussi des experts ou des gens reconnus sur une technologie bien précise. Ce qui est important, c'est que cette commission projet est en train donc de s'enrichir encore, puisque nous avons fusionné avec le pôle Optitech, qui est principalement sur la photonique et le traitement d'image, en ce qui concerne cette fusion. Et donc, on va avoir aussi des experts de cet axe technologique qui va se rajouter à tous ces experts que nous avons. Donc ça, c'est depuis la création du pôle. Hein. Le pôle a été créé 5. Et donc ça, c'est le cumul de l'ensemble des projets qui ont été financés et donc des aides publiques qui ont été allouées pour ces projets, ce qui est assez conséquent pour notre région. Bon, juste un point sur la notion de labellisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la labellisation n'étant plus obligatoire, elle a quand même des critères qualitatifs et des critères quantitatifs parfois. Ce qu'il faut savoir, donc, si on prend voilà, le concours Innov, l'ensemble des projets labellisés, si vous êtes labellisé, vous avez 47% de chance d'être sélectionné. Si vous ne l'êtes pas, voilà, 27, et ainsi de suite. Et puis sur les projets collaboratifs, de manière générale, c'est 100% des projets qui sont labellisés, qui sont sélectionnés. Un élément qui est souvent demandé au sein du pôle, c'est quel est votre taux de succès sur les projets qui sont labellisés. Donc là, on a les statistiques à fin 2023, pour l'année 2023, c'est 55% des projets qui ont été labellisés par le pôle ont été sélectionnés. C'est variable chaque année, et après on peut le faire sur des périodes, mais ce n'est pas très significatif parce que les périodes où c'était obligatoire, bon, ça biaise un peu le taux de pourcentage. Voilà, donc j'ai été assez rapide, je pense que j'ai tenu le timing. Bien entendu, à votre disposition auprès de notre service, donc innovation, hein, donc Nadira principalement, hein, qui est votre point d'entrée, et puis après, avec moi et l'ensemble de la commission projet pour le processus de labellisation ou les discussions économiques. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, Nadira, sur le sujet. Oui, merci Gérard. Timing parfait. Bon. Concernant des questions, oui, j'ai une première question sur le timing au niveau de la prise de contact avec le pôle SCS pour monter un dossier appel à projet, donc projet d'innovation en PACA. Combien de temps prendre contact avec le pôle SCS en amont et quel est le délai de traitement pour avoir un retour des financeurs? Donc, c'est sur la partie, celui-ci, hein, le projet d'innovation en Exactement. PACA. Donc, en fait, comme vous l'avez vu, c'est au fil de l'eau. Donc, le timing, il peut être assez court, mais je vous conseille, donc, si par exemple, vous avez un projet avec un bon niveau de maturité à l'instant T, aujourd'hui, début avril, bon, c'est de viser une labellisation, par exemple, au mois de mai, pour avoir une réponse plutôt au mois de juin. Voilà, il faut compter quand même entre 6 et 8 semaines avant d'être informé sur le fait que vous êtes soit sélectionné ou pas. Mais il n'y a pas de timing spécifique. Hein. Donc, en général, dès l'instant où vous avez, entre guillemets, ce que j'appellerais un teaser, hein, c'est-à-dire un descriptif de 3 pages, hein, c'est quoi votre projet, c'est quoi son budget, et c'est quoi
l'impact que vous attendez sur ce projet par rapport à votre entreprise, sollicitez-nous pour qu'on puisse, dès tout le début, travailler rapidement avec vous pour l'élaboration de à la fois de votre dossier pour la réalisation et puis le dossier final pour votre dépôt de dossier. Alors, j'ai oublié un élément, parmi les éléments en termes d'accompagnement, on vous aide aussi dans l'élaboration de votre dossier définitif qui sera déposé, à la fois sur son aspect, on va dire, accompagnement technique. Alors bien sûr, on n'élabore pas le dossier pour vous, hein, mais tout ce qui est élaboration technique, tout ce qui est l'aspect dossier financier, sur lequel il faut être très vigilant et avoir quelque chose, on va dire, cohérent par rapport au projet et bien entendu robuste par rapport aux exigences demandées par le jury et bien entendu la plupart du temps ou la BPI ou l'ADEME en fonction de l'instruction et l'opérateur de cet appel à projet. On a une autre question sur l'appel à projet 5G, 6G. Oui. Est-ce que cet appel peut intégrer des projets de recherche sur les infrastructures télécoms de type pylône avec une sensibilité matériaux éco-responsable? Oui, donc dès l'instant où c'est applicable sur la partie 5G ou 6G, il n'y a aucune restriction là-dessus. Très bien. Et j'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si elle sera assez claire pour toi. Est-ce que les associations qui ont des partenaires entreprises peuvent répondre à ces appels à projets de manière globale? Oui, il n'y a pas de restriction, hein, donc les collectivités, associations peuvent le faire. Ceci étant, il y a ensuite une qualification ensuite par rapport à vous n'allez pas être en termes d'association assimilé à, à ce qu'on appelle un académique. Hein. Il y aura un statut un peu spécifique, mais qui sera, on va dire, pratiquement équivalent à ce qui est pour les PME ou les TPE. Très bien, merci. Et j'ai une dernière question. Comment ou quels sont les critères que vous définissez dans la catégorie R&D et I parmi toutes les formes et les niveaux de TRL cités pour savoir dans quelle mesure un projet est innovant? Alors, il y a deux éléments dans votre question. La première chose, c'est la qualification RDI. Donc là, c'est une qualification qui est régulée. Donc, je ne vais pas vous donner le détail, mais vous l'avez sur le site Légifrance ou dans notre site gouvernemental, peu importe. Et vous avez ce qui peut être qualifié en termes de recherche et développement et d'innovation. Donc ça, c'est un premier niveau. Et vous avez potentiellement une équipe qui aujourd'hui vous fait bénéficier donc c'est rien. Et le deuxième chose, c'est le projet lui-même et la qualification de l'innovation. Ben, c'est tout le travail qu'on va faire ensemble. Je pense que j'ai donné, sans être dans le détail, mais il y a plusieurs typologies d'innovation potentielle. Et puis après, il y a une qualification qui est soit une innovation incrémentale, soit innovation, on va dire, de rupture. Et le travail que vous faites avec le pôle ou les pôles, peu importe, hein, en général, ou ceux qui vous accompagnent, c'est de bien qualifier cette innovation sur un marché, sur l'étude de la concurrence ou sur ce qu'on appelle en général une chaîne de valeur, hein, bien savoir où est-ce que vous vous positionnez sur une chaîne de valeur dans un marché bien spécifique. Mais il faut bien distinguer deux éléments, ce qui est du ressort donc de vos équipes R&D, ce qui est du ressort de votre projet. Donc, bien entendu imbriqués, mais qui sont deux qualifications différentes. Parfait. Merci beaucoup, Gérard. Je n'ai pas d'autres questions. Ok, donc là, je pense que je vais vous rendre la main. Oui, alors on va accueillir Notre Anne partenaire Quentin. BPI est représenté par Anne Quentin. On remercie encore une fois. Donc Anne, je t'ai donné la main. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, on te voit et on voit ton bureau à l'heure actuelle. Non, on ne voit pas la présentation. Voilà, là, on voit Voilà, la présentation. super. Parfait. Voilà. C'est parfait. Alors, attends, je la passe. Voilà.
Donc là, vous voyez la présentation. D'abord, merci à tous et merci à Gérard et à Nadira de me laisser l'opportunité de présenter les dispositifs BPI France. Alors, Gérard a déjà présenté tous les dispositifs collaboratifs ou les dispositifs financés par la région dans lesquels BPI intervient. Donc, cette présentation sera plus sur l'innovation spécifiquement BPI France. Donc, d'abord, un petit focus sur BPI France PACA. Qui sommes-nous? Alors, en PACA, il y a une délégation régionale sur Marseille et 2 délégations territoriales sur Nice et Avignon. Donc, sur Marseille, nous avons du coup notre directeur régional Nicolas Magentis. Et pour l'innovation, nous avons Vincent Borde, délégué innovation PACA, qui est récemment qui a pris son poste récemment, c'est-à-dire en mai dernier, et secondé par Jérémy Novellon, responsable innovation en PACA. Et donc, et sous lui, nous sommes 6 chargés d'affaires. Alors, sur la délégation de Marseille, qui comprend le 13, l'Est 83, l'Ouest 83, le 05 et le 04. Nous sommes chargés d'affaires thématiques, c'est-à-dire que chaque chargé d'affaires a une thématique qui lui est propre. Donc, je vous ai mis le nom du chargé d'affaires avec sa thématique et son contact. Donc, selon votre thématique, si vous êtes dans les départements que j'ai cités précédemment, n'hésitez pas à contacter directement le chargé d'affaires qui correspond. Et puis, si vous vous trompez, nous, on sait qui fait telle thématique, donc on vous réorientera. Donc, sachez que pour le pôle SCS, c'est principalement moi qui suis chargée de tout ce qui est hardware, et Claude Laïc qui, lui, s'occupe plus de la partie software. Et on fait à peu près, je pense, 90% des adhérents du pôle SCS concernant les startups et les PME. Ensuite, vous avez sur Nice une délégation avec 3 chargés d'affaires. Alors, sur Nice et sur Avignon, qu'on va voir tout à l'heure, les chargés d'affaires ne sont pas thématiques, donc vous pouvez avoir affaire aux uns ou aux autres. C'est eux qui choisissent en fonction de l'arrivée, du nombre de dossiers, s'ils vous prendront dans leur portefeuille ou non. Donc, n'hésitez pas à contacter l'un des 3 et il vous dit, soit il vous garde, soit il vous dirige vers l'un de ses collègues. Et pour Avignon, c'est facile, il y a une seule chargée d'affaires, c'est Carole Loger qui s'occupe du nord des Bouches-du-Rhône et du 84. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez un projet, elle saura répondre à toutes vos attentes. Voilà. Donc, dans une délégation régionale, on traite pas seulement d'innovation, on traite de beaucoup de thématiques, donc l'innovation, mais aussi la garantie, les fonds propres, le financement, la création, l'export, l'accompagnement. Alors, toutes ces thématiques, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, ou si vous avez une thématique particulière, venir en parler à votre chargé d'affaires innovation qui pourra vous rediriger vers la bonne personne. Donc, sur l'innovation, on va le voir en détail de quoi il s'agit tout à l'heure. La garantie, en fait, c'est la garantie de votre prêt bancaire. Si vous obtenez un prêt à une banque, vous pouvez contre-garantir le prêt par BPI France. En création, la contre-garantie peut aller jusqu'à 60%, ainsi qu'en innovation. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est un prêt que vous n'aurez pas à garantir par vous-même. Donc, la contre-garantie, le plus souvent, les banques demandent systématiquement la contre-garantie des BPI France, même sans vous solliciter. Les fonds propres, c'est-à-dire c'est des prises de participation de BPI France au capital de votre entreprise. En région PACA, nous avons 4 investisseurs qui peuvent vous conseiller et voir si votre entreprise peut bénéficier d'un investissement de BPI France. Le financement, financement, c'est comme le financement bancaire. Vous voulez faire de la croissance externe, acquérir des locaux, acheter des machines. Vous pouvez solliciter BPI France en cofinancement avec votre banque. BPI France n'interviendra jamais seul, ça sera toujours en cofinancement avec votre ou vos banques.
L'accompagnement, c'est un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs sur un certain nombre de diagnostics. Ça, vous pourrez me le demander après si vous en avez. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a tout un dispositif d'accompagnement qui est fait par des experts que nous avons sélectionnés et financés par moitié par BPI France. L'export, c'est pour tous vos financements export. Alors, l'export va souvent de pair avec l'innovation, puisque si la société est innovante, elle exporte la plupart du temps. Donc là, nous avons des aides particulières dédiées à l'exportation. Et en fait, la création, ça, c'est une intervention de BPI France qui intervient, alors là, qui donne pas de l'argent directement aux entreprises en création, mais qui donne de l'argent à des incubateurs pour aider justement à la création d'entreprises. Alors, j'ai perdu mes slides, voilà. Alors, l'innovation. Alors, les critères de sélection, alors Gérard vous en a un peu parlé tout à l'heure pour participer aux appels à projets. Donc, c'est à peu près les mêmes critères que nous, on regarde chez BPI France et c'est des critères de toute façon qui seront regardés par toutes les jurys de sélection, quel que soit l'appel à projet ou les aides en direct. Donc, bien sûr, il faut que l'entreprise soit créée et que le projet ait un caractère innovant. C'est que si le caractère innovant du projet est prouvé que nous pouvons vous financer sur le volet innovation. Visibilité économique, on vous demandera un plan de financement, un plan de trésorerie à jour, c'est-à-dire que vous ayez à la fois les fonds propres et la trésorerie nécessaire pour financer une partie du projet innovant ou une partie du développement de votre société que vous nous demandez de cofinancer. Maîtrise de la propriété intellectuelle, ça va de soi. Il faut que vous soyez libre d'exploiter votre innovation. Donc, que vous ayez au moins fait une démarche auprès de l'INPI ou voyant si vous avez cette liberté d'exploitation ou dans le cas de licence achetée au laboratoire, que les contrats soient bien signés. Le potentiel de développement et de création de valeur, c'est-à-dire une innovation, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un marché en face. Et nous, on est très attentifs à ce que au marché, sa taille, s'il est difficile d'accès, votre modèle économique en B2C, en B2B. Voilà, donc ça, c'est un point d'attention où on sera assez vigilant. Et en fait, le plus gros point, c'est vraiment l'équipe. Vous qui portez le projet, comment est constituée votre équipe, quelles sont vos compétences et si vous êtes entouré, pas forcément dans votre société, mais par exemple par le pôle, par un incubateur, voilà, des personnes qui peuvent, vous savez, des fois il y a beaucoup d'entreprises qui ont des boards aussi, qui peuvent vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Et bien sûr, le critère européen entreprise en difficulté, alors ça c'est important, Gérard vous en a parlé, on ne peut pas aider les entreprises qui sont en difficulté. Alors, pour concrètement nos aides, alors quand on est au tout début de la création d'une société, pour financer la phase de faisabilité, alors on a deux aides, la BFT, c'est-à-dire la Bourse French Tech, ou l'AFI, l'aide à la faisabilité. Alors, c'est exactement les mêmes aides, la Bourse French Tech étant pour les entreprises de moins de 1 an et l'aide à la faisabilité pour celles qui ont plus de 1 an. En fait, l'AFI, vous pouvez l'avoir tout au long de la vie d'un projet, même si l'entreprise a 10 ans, mais que vous vous lancez dans un nouveau projet pour tester sa faisabilité, c'est-à-dire pour créer une POC ou des simulations, savoir si, ou même savoir s'il y a un marché qui existe. On peut vous faire une aide qui d'un montant d'environ 30 000 €. C'est une subvention et c'est versé en 2 tranches, 70% au début du programme, 30% à la fin. Pour les aides un peu plus importantes, pour les programmes de R&D en phase développement, on a également 2 produits, l'avance remboursable ou le prêt innovation R&D. Alors, ces produits financent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'après une phase de faisabilité, votre projet est en développement. Donc, vous avez besoin de
plus de financement pour le développer. Donc, on a des aides qui vont de 50 000 € à 3 millions d'euros, à condition bien sûr que vous ayez également, puisqu'on finance toujours 50% d'un projet innovant, que vous ayez vous-même de quoi cofinancer votre projet de R&D. Donc, on va regarder les fonds propres et la trésorerie disponible que vous pouvez mettre dans ce projet. Donc, les deux aides sont assez similaires, seulement l'AR, l'avance remboursable, c'est pour des projets assez risqués, puisqu'en cas d'échec technique, une partie se transforme en subvention et donc n'est pas remboursée, c'est-à-dire 60% se transforme en subvention et n'est pas remboursée en cas d'échec technique. Elle est versée en 2 fois. Il y a des frais de dossier de l'ordre de 3% et un taux zéro. Le pays R&D, lui, c'est quand le projet, on est plutôt sur une innovation incrémentale ou quand la société ne sait qu'elle va lever ses verrous technologiques. Donc là, c'est versé en une seule fois. C'est un frais de dossier à 0,4% et par contre, c'est un taux bonifié. Toutes nos aides, que ce soit l'AR ou le pays R&D, ont 2 à 3 ans de différé de remboursement. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 ans, vous ne nous remboursez rien pour l'AR et pour le pays R&D, vous remboursez seulement les intérêts. Voilà. Après, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc ça, c'était vraiment les aides pour développer, pour financer un projet innovant. Après, ce qu'on propose à BPI, c'est également de financer l'entreprise dans des phases de son développement et notamment dans ces phases de levée de fonds. Donc, on a 2 produits, un produit post-levée de fonds qui s'appelle le prêt d'amorçage et un produit qui est concomitant à la levée de fonds qui s'appelle le prêt d'amorçage investissement. Alors, comme vous le voyez, il y a des critères d'âge pour ces 2 produits. Donc, pour le prêt d'amorçage, les entreprises doivent être, l'âge des entreprises doit être inférieur à 5 ans. Et pour le prêt d'amorçage investissement, inférieur à 8 ans. Il n'y a pas de possibilité de dérogation sur cet âge. Les montants, 100 000 € pour le prêt d'amorçage et pour le prêt d'amorçage investissement, de 50 000 à 1 million d'euros. On peut solliciter plus, on peut aller jusqu'à des millions sur dérogation de notre siège à Paris. Et pour le prêt d'amorçage investissement, on ira maximum jusqu'à 50% de la levée. Si par exemple vous levez 1 million, on pourra aller un maximum à 500 000 € de prêt d'amorçage investissement. Tous les deux, c'est des prêts sur 8 ans avec 3 ans de différé de remboursement de capital. Il faut voir que ces prêts sont surtout destinés à compléter. Enfin, le premier, c'est un bridge en attendant la levée. Et le deuxième, c'est vraiment pour compléter la levée. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas levé autant que vous vouliez, donc vous complétez votre levée par ce prêt, soit ça vous permet d'être moins dilué et donc d'avoir un complément bancaire à la place d'investisseurs potentiels. Et alors, une dernière chose que je voudrais vous parler, c'est notre pôle d'IFLO. En fait, on a des experts à Paris qui connaissent très bien tous les fonds, tous les business angels. Et donc, selon votre thématique, selon le montant que vous recherchez, vous nous envoyez donc un pitch deck à moi ou à mes collègues au chargé d'affaires BPI France qui nous suit. Et nous, on fait suivre ce pitch deck à notre pôle d'IFLO qui vous rappelle, qui a un entretien avec vous et qui après vous disent, bah, vous, ça serait plutôt, il faut tabler plutôt sur un business angel, vous plutôt sur des fonds institutionnels et ils vous donnent les fonds à contacter selon le montant de votre levée, votre thématique, en fait, et votre croissance. Donc, c'est très intéressant et c'est gratuit. Enfin, notre dernier prêt, c'est pour financer sa croissance. Une fois que vous avez fini votre programme de R&D, il faut industrialiser votre produit et le commercialiser. Et c'est tout l'intérêt de notre pré-innovation qui est pour les entreprises de plus de 3 ans et qui peut être de 50 000 € à 2,5 millions d'euros. C'est un prêt sur 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement de capital.
et ces limites plafond dans la limite du double du montant des fonds propres. Comme tous nos prêts BPI France, c'est des prêts sans garantie. Et ça permet de financer, alors, comme on n'est pas concurrent des banques, on ne financera pas du matériel, mais on financera de l'augmentation de BFR et toutes des embauches. Si vous devez embaucher des commerciaux, des gens à la production, tout ça peut être financé dans votre prêt innovation. Donc, je vais faire un petit focus sur la Deep Tech. Alors, depuis maintenant, ça va faire à peu près, je pense, 5 ans, BPI France s'est lancé dans offre des nouvelles aides qui sont les aides Deep Tech pour les projets en rupture technologique et avec un lien fort avec la recherche. Voilà, il y a 3 critères. Vraiment ce lien fort avec la recherche. Le but de l'État, quand il a mandaté BPI France sur ces aides Deep Tech, c'est vraiment de valoriser la recherche issue des laboratoires français. On a beaucoup de recherche dans le laboratoire, on a beaucoup de laboratoires d'excellence et en fait, on n'arrive pas souvent à faire sortir cette recherche, que ça crée des entreprises. Et nous, le but, voilà, c'est de créer des entreprises à partir des travaux de recherche des laboratoires. Donc, bien sûr, les entreprises peuvent acheter des licences, mais elles peuvent, certains chercheurs peuvent créer leurs entreprises. Et c'est ça qu'on valorise par rapport avec ces aides Deep Tech. Donc, on a une première aide, c'est la bourse French Tech Émergence. Donc, c'est pour l'entreprise de moins de 1 an. Et la subvention, donc, par rapport à notre bourse French Tech classique, la subvention peut aller jusqu'à 90 000 € et qui finance 70% d'un projet de R&D versé en 2 tranches. Donc, c'est assez attractif pour une première aide. Donc, il vous suffit d'avoir un peu de fonds propres pour bénéficier de cette subvention puisqu'on finance 70% d'un projet innovant. On a aussi un produit qui c'est des OC. Donc, c'est des obligations convertibles. On ne rentre pas directement à votre capital, mais on émet des OC d'une valeur de 2 fois vos fonds propres et qui peut aller jusqu'à maximum 250 000 €. Et à terme, au bout des 5 ans, on verra si on entre dans le capital de la société ou si vous devez nous rembourser. Voilà, donc, mais ça vous permet pendant 5 ans d'être, puisque le remboursement se fait uniquement à la fin. Donc, on vous demande rien pendant 5 ans. Et soit à la fin, BPI rentre au capital de la société, soit vous nous remboursez les 250 000 plus les intérêts. Donc, ça fait à peu près un montant de 350 000 à la sortie dans 5 ans. Et en fait, pour les projets de R&D ambitieux, on a l'aide au développement Deep Tech, qui est une aide comme notre avance remboursable dont je vous ai parlé précédemment, mais avec une partie en subvention. 25% en subvention, 75% en avance remboursable. Et ça permet de financer des projets vraiment d'innovation Deep Tech. Souvent, les projets qui ont une bourse French Tech Émergence, qui ont réussi à lever les fonds, peuvent candidater à cette aide au développement Deep Tech. Donc, on finance le programme de R&D à 45%. C'est des aides importantes puisque c'est de 500 000 à 2 millions d'euros. Pour ces aides, aussi bien la bourse French Tech Émergence que l'aide au développement Deep Tech, vous devez être labellisé Deep Tech. Alors, c'est pas l'entreprise qui est labellisée Deep Tech, c'est le projet. Donc, à chaque fois, il faut se rapprocher de votre chargé d'affaires qui vous enverra en fait les critères. Vous remplissez un certain nombre de critères et nous, on dit si vous pouvez avoir la labellisation ou non. Dernière partie, un petit focus, industrialisation des PME. Gérard vous en a un petit peu parlé puisqu'il m'a devancé, il a présenté un des produits qui est financé par BPI France. Nous, ce qu'on veut, après le plan Deep Tech, il y a 2 ans, l'État a voulu réindustrialiser la France. Après tous les déboires qu'on a eus avec le Covid, on s'est rendu compte que la France n'était pas assez industrielle. Et donc, l'État a donné les moyens à BPI France d'aider les entreprises qui veulent se lancer dans l'industrialisation, créer une usine ou des lignes de production. Donc, on a financé sa première usine. Alors, donc c'est un pré-innovation, c'est le pré-nouvelle industrie.
Donc, c'est un prêt qui permet d'investir aussi bien dans l'investissement matériel, immatériel. Alors, c'est des montants élevés, c'est de 3 à 15 millions d'euros. Les instructions de ces dossiers sont assez longs, mais et les types d'entreprises, c'est les startups ou ETI développant un produit innovant. C'est toujours des prêts sans garantie et on ira bien sûr, ça sera forcément du cofinancement, soit avec une levée de fonds, soit avec des banques pour financer vraiment un démonstrateur industriel ou une usine pilote. Ensuite, on a financé sa première usine avec appel à projet. Gérard vous en a parlé. C'est l'AAP première usine. Là aussi, c'est assez intéressant. C'est une aide sous forme de financement qui finance une partie de l'usine. On intervient à peu près pour 25% du montant cible de l'usine. Donc, montant de l'assiette supérieur à 5 millions d'euros et on prend sur cette participation à peu près 25% qu'on finance, 60% en subvention et 40% en avance récupérable. Et enfin, on a un fonds spécial, c'est le fonds SPI. Donc, ce fonds permet à BPI France d'entrer au capital des sociétés qui veulent créer leur usine ou qui ont déjà des lignes de production. Les tickets d'entrée sont entre 5 et 200 millions d'euros. Donc, c'est un gros fonds d'investissement et qui est vraiment ciblé industrie. Voilà, donc moi, j'ai terminé. Donc, Nadira, je ne sais pas si tu reprends la main. Merci beaucoup, Anne. Oui, je reprends la main. Alors, juste pour l'instant, on reste sur ton écran, hein, mais j'ai quelques petites questions pour toi. Une première question concernant les taux de prêt bridge et levier. Quels sont-ils, Oui. ainsi que Alors, le prêt innovation? oui, alors sur les taux, alors on est à des taux assez élevés puisque c'est des taux qui sont à rapporter à ce que sont une levée de fonds. Donc on tourne en ce moment, parce que les taux ont augmenté, entre 7% à peu près, je pense. Un peu plus, un peu moins, mais c'est cet ordre d'idée qu'il faut avoir. Après, on a des taux qui changent tous les 15 jours. D'accord, Voilà. merci. Et pour le Le prêt innovation. le pré-innovation, alors lui, ça dépend de la cotation de votre entreprise à la Banque de France. Pour les entreprises qui sont bien cotées, on est autour de 4-5 et celles qui sont moins bien cotées, on tourne autour de 7, je pense. D'accord, super. Voilà. Une autre question. Quel est le critère qui fait que vous rentrez ou non au capital de la société avec les OC French Tech Seed? Alors déjà, OC French Tech Seed, il faut être labellisé. Donc, il y a une labellisation qui se fait par la SAT et en PACA, je crois qu'il y a Impulse. En fait, il y a un comité de labellisation. Donc, il faut déjà se faire labelliser et le projet ensuite est instruit par les chargés d'affaires de BPI France. Donc, le mieux pour chaque cas particulier, c'est le critère. Il faut vraiment contacter votre chargé d'affaires BPI France. Très bien, merci. Alors, j'ai une autre question. Si l'entreprise a déjà eu une aide de type AFI, est-il possible d'en redemander une? Donc, sur un autre sujet ou projet, évidemment. Oui. Alors, ça ne sera pas tous les ans. Hein. Voilà, si par exemple pendant 3 ans, vous n'avez pas eu d'aide à la faisabilité, on peut repartir sur une nouvelle aide, sur un nouveau projet. Pardon. Et il faut savoir, on regardera où en est l'ancien projet. Par exemple, si l'ancien projet n'est pas commercialisé, on vous demandera peut-être d'attendre de commercialiser le premier projet avant de repartir sur un nouveau projet. On regardera aussi votre capacité financière à pouvoir traiter les 2 projets en même temps. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez redemander et on le fait pas souvent, mais on l'a déjà fait. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Je n'ai pas d'autres questions. Super. Ben, merci à vous. Merci. Est-ce que du coup, je peux me déconnecter, moi? Alors, je vais passer la main à Marielle qui va nous parler désormais des appels à projets européens. Et je te remercie pour
pour ton intervention. Donc, si vous Merci. avez d'autres questions qui arrivent entre-temps, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je ferai suivre à Anne Quentin de BPI France. Merci beaucoup, Anne. Merci À très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Marielle, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Nadira. Donc, on va terminer ce webinaire comme à l'accoutumée avec un aperçu et quelques éléments sur l'actualité des appels à projets européens dont j'ai la charge au sein du pôle SCS. Donc, je vais vous mentionner, comme à chaque fois, l'actualité des appels à projets de financement en cascade qui sont particulièrement pertinents pour les PME de notre écosystème. Ensuite, quelques éléments sur les prochains appels dans le programme Horizon Europe. Et ensuite, on pourra balayer les appels qui sont en cours au sein de l'EIC, de la CHIPS-EU et du FED, le Fonds européen de la défense. Et ensuite, je vous rappellerai comment est-ce que vous pouvez vous faire accompagner par le pôle SCS sur ces sujets-là. Donc tout d'abord sur le financement en cascade, donc comme vous le savez, le dispositif de financement au niveau européen sont parfois pas forcément très bien adaptés pour les petites structures. Donc c'est une raison pour laquelle la Commission européenne a lancé maintenant depuis quelques années un nouveau principe de financement, ce qu'on appelle le financement en cascade. Donc c'est un dispositif de financement qui est géré non pas en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires qui sont eux-mêmes sélectionnés par la Commission européenne. Donc l'idée ici, en fait, est de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile. Ça signifie que des structures volontaires, dont par exemple les pôles peuvent faire partie, répondent en consortium à un appel à projet classique et sont financés sous la forme d'un projet classique par l'Union européenne. Et une partie du budget du projet est réservée dès la proposition pour être ensuite redistribuée à des entreprises dans le cadre de nouveaux appels qui sont gérés par le projet lui-même. Donc, ces appels permettent donc de financer des actions qui sont généralement ciblées vers les PME, avec par exemple des actions d'accompagnement, d'accélération et également de l'accompagnement financier avec la redistribution du financement vers des projets spécifiques qui sont déposés dans le cadre de nouveaux appels à projets. Donc, ces appels à projets sont gérés entièrement par le consortium du projet européen principal. Et donc, chaque appel à projet est dépendant de chaque projet principal qui les anime. Donc, ce sont ce qu'on appelle en général des open calls dans le jargon européen. Ils sont publiés sur le site web des projets en question et vous pouvez également les trouver sur le portail de la Commission européenne. Et le pôle SCS fait une veille régulière tous les trimestres des appels sur les thématiques qui sont propres à notre pôle. Ces appels à projets de financement en cascade sont en général ouverts pendant une durée de 2 mois. Ils ont vocation à être plus légers que des gros appels à projets européens. Les dossiers sont généralement plutôt légers, 5 à 15 pages environ, en anglais à chaque fois. Les appels à projets de financement en cascade peuvent être soit en individuel, en monopartenaire ou bien en consortium. Et les évaluations sont gérées par les équipes du projet principal en général et souvent par des experts indépendants. Les projets sont relativement courts en général, de l'ordre de 6 à 18 mois, et la subvention est la plupart du temps sous la forme de forfait, ce qu'on appelle du lump sum. Les aspects contractuels sont gérés par le projet principal qui les finance. Et bien entendu, comme tout financement européen, le double financement est interdit, donc on ne peut pas faire financer par ces dispositifs-là des activités déjà financées par des fonds publics, qu'ils soient nationaux, régionaux et européens. Donc, il est important à chaque fois de bien lire ce qu'on appelle les guides du candidat de chaque appel qui détaillent de façon précise les critères d'éligibilité, le montant des subventions, les modes de candidature et n'hésitez pas à prendre contact avec les projets principaux qui gèrent ces appels pour avoir plus d'informations. Donc, nous faisons régulièrement le relais de tel appel, mais cependant, si vous avez des besoins particuliers pour un financement de petits projets spécifiques par ces dispositifs-là, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on ait une veille particulière sur un appel en question. Donc, nous vous avons listé ici même un certain nombre de projets, un peu moins d'une dizaine, je crois, qui sont actuellement en cours. Sauf mention contraire, le pôle SCS n'est pas impliqué dans ces open calls. N'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on les creuse de façon un peu particulière. Donc, tout d'abord, le projet Nebulous a actuellement un appel qui va se clore le 17 avril et est à la recherche en fait de 4 projets portés par des PME avec un financement en subvention jusqu'à 150 000 € pour le développement de nouveaux cas d'usage dans le domaine de l'IoT,
des infrastructures cloud et edge sur la base d'une architecture système développée par le projet Nebulus lui-même, dans des thèmes assez variés tels que la smart city, le transport, la logistique, l'énergie, l'agriculture et l'environnement, afin de répondre à au moins l'un des 4 challenges que vous pouvez voir ici. Les candidatures peuvent être faites de manière indépendante en monopartenaire pour des PME, ou bien pour des consortiums de 2 entités, donc un PME, une PME qui aura le rôle de porteur, et un organisme de recherche qu'on appelle RTO. Donc, les informations sur ce site-là, vous recevrez normalement juste après le webinaire tous les slides sur lesquels vous pourrez cliquer sur ces liens ensuite. Ensuite, l'appel à projet Silicon Eurocluster, je vais revenir plus en détail juste après, puisque SCS, pour le coup, est partenaire de ce projet-là pour le financement de prestations dans le domaine de la transition écologique, avec un financement jusqu'à 3 600 € pour faire appel à des experts externes. J'y reviendrai juste après. Ensuite, l'appel à projet Icarus dans le domaine des drones. L'idée ici est de fournir un financement en subvention forfaitaire jusqu'à 60 000 € pour des instituts de recherche, des startups ou des PME qui sont soit fabricants de drones, soit qui développent des technologies innovantes type IA, IoT, Big Data pour les drones. Donc, l'appel à projet se clôt le 7 mai. Ensuite, l'appel à projet Ready to Scale. Ici, c'est un programme d'accélération. Donc, un certain nombre de services sont proposés par les partenaires du projet Ready to Scale à destination des startups du numérique et de la deep tech, donc qui ont déjà levé quelques fonds privés et publics, et également un financement pour leurs projets en subvention jusqu'à 60 000 € par projet. Donc, on est sur toutes les technologies de machine learning, par exemple, d'IA, de big data, nanotechnologie, blockchain, robotique, hardware, appliquées dans le domaine de la santé et de la photonique. Donc, avec une candidature pour une première vague qui va se clore le 15 mai et la deuxième vague le 30 novembre. C'est un appel à projet qui est particulièrement intéressant. Pour vous, dirigeantes d'entreprise, donc je m'adresse à un public féminin cette fois-ci. Donc, c'est l'appel à projet Women Tech EU qui s'adresse spécifiquement aux startups qui sont fondées ou qui ont été cofondées par des femmes qui occupent des postes de direction avec au moins 25% des parts de l'entreprise. Donc ici, ce dispositif s'adresse à des startups spécifiquement avec ce type de fondatrices et de dirigeantes dans leur capital. Tout type de start-up dans le domaine du deep tech peuvent candidater, mais seront particulièrement étudiées les start-up dans le domaine de la transition écologique, transition sociale et transition numérique. Donc, l'accompagnement correspond à une subvention forfaitaire de 75 000 € par projet et la participation à un programme d'accompagnement pour le développement de l'entreprise, donc ce qu'on appelle mentoring, formation, coaching, etc. Il y aura 4 vagues d'appels à projets sur une durée de 2 ans, avec l'ambition au final de financer 160 entreprises dirigées par des femmes, donc pour un montant total de 12 millions d'euros, donc 75 000 € par projet, par entreprise. Donc, la première vague se clôt le 20 mai. Voilà, on ne voit pas souvent des appels de ce type-là, donc c'est une opportunité assez intéressante si vous correspondez à ces critères-là. Ensuite, on peut mentionner l'appel à projet Up to Circ à destination des PME dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, si vous souhaitez par exemple mettre en place des business models, des services et des produits liés à l'économie circulaire, donc en ce qui nous concerne avec des thématiques des technologies du numérique, vous pouvez participer à cet appel-là. Donc, il y a d'abord un financement de 15 000 € pour des études de faisabilité à petite échelle et ensuite un financement à 50 000 € pour la mise en place de pilotes, de démonstrations et de validation de prototypes dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, clôture de l'appel à projet le 31 mai. Ensuite, des petits tickets de financement proposés par le projet Resist, donc qui vise à proposer des accompagnements dans la transition numérique et écologique pour les entreprises dans les secteurs de la mobilité, du transport et de l'automobile. Donc, il y a tout d'abord un accompagnement jusqu'à 7 500 € en études de faisabilité, 4 000 € pour un service d'évaluation afin de pouvoir évaluer la maturité numérique et environnementale d'une entreprise ou bien mettre en place une étude de faisabilité pour le déploiement d'un nouveau processus, d'un nouveau produit, etc. Donc, clôture au mois de novembre. Ce sont des dates au fil de l'eau. Il y aura néanmoins une cut-off, c'est-à-dire une date de relève
au mois de juin, et également un accompagnement jusqu'à 2 000 € pour la participation à des salons et des conférences dans des pays en dehors de l'Union européenne. Donc là également dans les mêmes thématiques, dans le domaine de la mobilité, transport et automobile. À noter que concernant ces projets dont Resist fait partie, c'est ce qu'on appelle les appels Eurocluster. Donc l'AFPC, l'Association française des pôles de compétitivité, dont le pôle SCS fait partie, organise un webinaire voilà, plus exhaustif que ce que je vous présente aujourd'hui sur les opportunités de financement en cascade proposées par le programme Eurocluster. Et ce webinaire aura lieu le vendredi 19 avril entre 11h30 et midi et 13h. Et vous pourrez trouver le lien d'inscription sur ces slides. Je reviens sur l'appel à projet de Silicon Eurocluster pour le financement de l'accompagnement de PME européennes du domaine de l'électronique et de technologies numériques associées à la transition écologique. Donc ici, 25 tickets de financement sont disponibles à hauteur de 3 600 € chacun pour financer l'accompagnement de PME. Donc, c'est-à-dire financer des prestations qui sont fournies à 100% par des experts externes et que chaque PME peut choisir directement. Donc, typiquement, ici, l'idée est de fournir des prestations type audit, conseil, formation, prestations d'ingénierie, donc par exemple la mise en place d'une stratégie de décarbonation, la réalisation d'un début de bilan carbone par un expert extérieur, l'accompagnement pour la conception de produits avec une analyse de cycle de vie, des pratiques d'économie circulaire, des éléments liés à des emballages durables, des formations à la transition verte, par exemple le fait de mener des actions sur la transition écologique pour vos salariés au sein d'une PME, etc. Tout ceci peut être mené par des prestataires extérieurs. Et ici, vous pouvez faire financer ces prestataires-là à hauteur de 3 600 €. Donc, c'est un forfait. L'appel se clôt le 30 avril. Il est nécessaire de fournir en fait un devis d'un prestataire extérieur qui accompagnera la PME. Il est ouvert à toute PME dans le domaine de l'électronique, mais également des technologies numériques associées. Tout ce qui est communication, par exemple, cybersécurité, IA, collecte de l'énergie, photonique, capteur est également éligible. On est sur un dispositif premier évalué, premier servi. Donc, je vous encourage vraiment, si ça vous intéresse, de candidater dès que possible et de ne pas attendre le 30 avril. Pour l'instant, on n'en a pas encore aux 25 tickets de financement alloués. Donc, si ce dispositif vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi en particulier, puisque le pôle SCS est partenaire du projet Silicon Eurocluster. Voilà pour les appels à projets de financement en cascade. On va maintenant passer au programme Horizon Europe. Donc, c'est ce que je présente à chaque appel à projet, à chaque webinaire. Donc, pour rappel, le programme Horizon Europe est le 9e cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc, pour la période 2021-2027. Donc, on en est environ à mi-chemin de ce programme. Donc, il est doté en tout d'un budget global de 95,5 milliards d'euros, avec comme ambition d'apporter un support aux politiques européennes. Donc, il est structuré en 4 grands piliers et on s'intéresse en particulier au pilier numéro 2 qui est dédié aux grands défis sociétaux, ce qu'on appelle cluster au sein d'Horizon Europe. Vous m'entendez toujours? Parce que j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte sur la notification GoToWebinar. Oui, on t'entend toujours, Marielle. Bon, très bien, merci. Donc oui, je vous parlais du pilier 2 qui représente les grands défis sociétaux que l'on appelle cluster au sein d'Horizon Europe et qui sont déclinés en fait en 6 grandes thématiques pour la recherche collaborative. Et donc nous, on s'intéresse en particulier au cluster 3, sécurité civile pour la société qui couvre la dimension cybersécurité, et le cluster 4 qui couvre la dimension numérique. Cependant, la thématique numérique peut être présente également dans les autres sujets de manière transverse dans le domaine de la santé, de la culture, la créativité, le climat, l'énergie, la mobilité, l'alimentation, la bioéconomie, l'agriculture et l'environnement. Et on parlera tout à l'heure également du Conseil européen de l'innovation que l'on voit ici même sur la droite. Je vous ai rappelé ici le cycle de vie d'un projet Horizon Europe qui est on est quand même sur un temps relativement long. Donc, à chaque fois, les appels à projets Horizon Europe sont des projets, sauf mention contraire, des projets collaboratifs,
transdisciplinaires et transsectoriels qui durent en général de 2 à 4 ans, avec le temps de montage du projet à prendre en compte en amont. On est en général sur des projets avec un minimum de budget de l'ordre de 2 millions d'euros, de 4 à 5 millions d'euros en moyenne. Donc, on trouve en amont la phase de publication de l'appel, de préparation. L'évaluation des projets s'effectue en général sous une période de 5 mois. L'évaluation s'effectue par ce qu'on appelle par des pairs, c'est-à-dire par des comités d'experts indépendants selon des critères principaux d'excellence, d'impact, de qualité et d'efficacité de la mise en œuvre. Ensuite, on va en général une période de 3 mois pour la mise en œuvre du contrat et les projets ensuite durent de 2 à 4 ans. Donc, les plans de travail sont publiés de manière biannuelle. Donc, on est actuellement sur le programme 2023-2024 qui couvre en fait les feuilles de route pour la thématique donnée. Et donc, cette feuille de route inclut les sujets des appels à projets qui sont ouverts pour la période en question. Donc, les appels sont en général ouverts une fois par an. Donc, il est important de pouvoir anticiper ça de façon assez importante en amont. Parallèlement à ça, si vous n'êtes pas impliqué dans le dépôt d'un appel à projet, je peux vous inciter à devenir également expert évaluateur. Donc, participer à l'expérience d'expert évaluateur apporte en fait une plus-value assez importante dans sa formation personnelle, également pour votre entité que vous représentez, notamment en termes de réseautage, de connaissance des projets en fonction de vos domaines d'intérêt. Et ça permet d'apporter une meilleure compréhension des rouages et des critères d'évaluation. Donc, la Commission européenne est en recherche permanente d'appels d'experts évaluateurs externes. Donc, vous pouvez vous inscrire en fait sur la base de données des experts évaluateurs. Et selon les thématiques que vous avez en termes d'expertise marché ou technologie, la Commission européenne peut vous solliciter pour évaluer une vague d'appels à projets en cours. Bien entendu, si vous n'avez aucun conflit d'intérêt avec l'appel actuellement en cours, c'est-à-dire si votre entité n'a déposé aucun projet pour cet appel-là. L'expertise est indemnisée en fonction du nombre d'heures de travail que vous impliquez, en plus des remboursements de frais de mission si jamais il y a un déplacement qui est nécessaire, mais la plupart des évaluations s'effectuent à distance. L'inscription ne signifie pas nécessairement que vous êtes engagé pour une évaluation. Cela dépendra des besoins de la Commission européenne. Et il est nécessaire de remplir donc un formulaire en ligne avec soin précisant votre CV, vos domaines d'expertise, etc. Et il n'y a pas de limite d'inscription, donc les inscriptions se font au fil de l'eau. Concernant les modalités de financement, donc on trouve 3 types de projets, ce qu'on appelle les actions RIA, j'en reparlerai plusieurs fois dans la suite de ma présentation. Ce sont des actions de recherche et d'innovation, donc avec des TRL assez bas, 2 à 5 en fin de projet. Et le taux de financement est à 100% pour tout type d'entité. Les actions dites IA, donc actions d'innovation, avec des TRL un peu plus élevés. Donc, on est plus sur les phases aval du développement, donc avec des TRL jusqu'à 5 à 8 en fin de projet. Et donc, les financements sont à 70% en subvention pour les entreprises privées de toute taille et 100% pour les autres entités, donc organismes à but non lucratif, laboratoires, partenaires académiques, etc. Et après, on trouve les actions de type CSA, donc actions de soutien et de coordination, qui sont plus des actions d'accompagnement qui permettent de structurer une communauté ou de préparer la mise en place d'autres appels à projets ou des activités complémentaires stratégiques. Et là, c'est 100% des coûts éligibles. La plupart du temps, et sauf mention contraire, le critère d'éligibilité est d'avoir au moins 3 partenaires dans le consortium, donc 3 entités légales indépendantes, c'est-à-dire sans lien entre elles, et établies dans 3 États membres ou États associés différents, dont au moins un partenaire dans un des 27 États membres de l'Union européenne. C'est le chiffre minimum. Cependant, vous entendez bien, lorsqu'on est sur des projets européens qui ont des budgets de 5 millions d'euros, voire plus, la Commission européenne attend en pratique des consortiums qui sont un peu plus étoffés que ça. La moyenne, je crois, du nombre de partenaires dans un projet européen, c'est de l'ordre de 7, entre 7 et 10 au sein de la Commission européenne. Donc, il est rare qu'il soit pertinent de se contenter d'un consortium de 3 entités. Donc, vous trouverez ici les programmes de travail actuellement ouverts sur chacun des 6 clusters dont je vous ai mentionné actuellement. Dans le domaine 1 santé, les appels sont clos, idem dans le cluster numéro 2.
Dans le cluster numéro 3, donc, qui couvre également la thématique cybersécurité, donc sécurité civile pour la société, dont la cybersécurité, mais également tous les dispositifs liés à la sécurité civile en Europe. Donc, inclut également tous les dispositifs numériques, hein, par exemple, pour la sécurité en Europe. La prochaine vague d'appel à projets va se clore le 20 novembre. Donc, c'est actuellement le moment de monter des projets dans cette thématique-là. Le guide des appels est disponible sur le lien. À noter l'événement SMIG qui aura lieu les 22 et 23 mai à Paris, au campus cyber à la Défense, donc événement de réseautage pour le montage de consortiums en réponse à ces appels-là. Donc, c'est un événement gratuit sur inscription qui est particulièrement pertinent si vous voulez pitcher vos compétences ou bien avoir un œil sur des personnes qui cherchent des compétences particulières pour le montage d'appels à projets, pour le montage de projets. Donc, vous trouverez sur le lien comment vous y inscrire. Alors, il me semble que sur la première vague actuellement, le quota maximum de places a été atteint, mais néanmoins, il serait possible qu'une nouvelle vague de places serait disponible dans les prochaines semaines. Le pôle SCS y sera présent, donc si vous ne pouvez pas vous y inscrire, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes adhérent du pôle SCS. Si vous avez un besoin particulier, on est capable de vous le remonter dans le cadre de cet événement-là. Dans le cluster 4, la vague d'appels à projets du numérique est également terminée pour 2024. On trouve des appels actuellement en cours sur le cluster 5, climat, énergie et mobilité, donc avec une vague d'appels à projets qui va se clore le 5 septembre. Et les 25 et 26 avril, il va y avoir un événement de réseautage pour le montage de projets qui va avoir lieu via la plateforme B2Match, sur laquelle vous pouvez vous inscrire tout à fait librement et vous pouvez contacter des partenaires potentiels pour, sous la forme de réunions de speed dating d'une vingtaine de minutes. Voilà pour la thématique Horizon Europe. Si cela vous intéresse, je vous invite vraiment à consulter régulièrement l'appel à projet des PCN, le site web des PCN, les points de contact nationaux qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est très à jour et nettement plus accessible que les sites web de la Commission européenne, avec des événements organisés de façon très régulière dont nous faisons également le relais. Voilà, pour ce webinaire, je voulais également vous parler des appels à projets de ce qu'on appelle la CHIPS GU, donc CHIPS Undertaking. Donc, la Commission européenne a lancé fin 2023 ce qu'on appelle son entreprise commune, donc entreprise commune pour GU, Joint Undertaking, ce qu'on appelle semi-conducteur, avec 3 associations industrielles. Donc, dans le jargon européen, une entreprise commune, c'est une structure publique-privée au sein du programme Horizon Europe, avec sa propre gouvernance, son propre budget, dont le but est d'aider la réalisation de programmes de recherche et de développement technologique pour l'Union européenne. Donc, la CHIPS GU a pris le relais de ce que vous avez peut-être pu connaître sous l'appellation GU KDT dans le domaine des composants et des systèmes électroniques fin 2023. Et l'objectif de la CHIPS GU est en fait de concrétiser l'objectif du CHIPS Act, c'est-à-dire de réduire la dépendance technologique de l'Union européenne dans les processeurs et les semi-conducteurs, en aidant à passer de la R&D à la production. Et donc, il y a 2 parties, ce qu'on appelle la partie initiative qui est propre au CHIPS Act, sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui, et la partie non initiative qui est en fait des objectifs similaires à la KDT-GU que vous avez pu connaître dans les années 2021 jusqu'à 2023. Donc, en 2024 et actuellement, la CHIPS GU lance 3 appels à propositions pour la partie non initiative du programme pour un montant total de 216 millions d'euros autour de 6 sujets destinés à des consortiums composés d'acteurs d'industrie de l'Union européenne. Ce sont des appels à projets collaboratifs. Donc, un premier appel à action d'innovation, donc IA, avec des TRL plus élevés, comprend un sujet global, donc un sujet complètement ouvert dans la mesure où il cadre avec la roadmap de la CHIPS GU, et 2 thèmes prioritaires, et se déroulera donc en 2 phases. Donc, les thèmes prioritaires sont liés tout d'abord sur les processeurs automobiles à haute performance, et ensuite le second sur une fabrication plus durable et plus verte dans le domaine de l'électronique. Et donc, cette vague d'appel à projets s'effectue en 2 phases, avec ce qu'on appelle le Project Outline à rendre pour le 15 mai, donc une synthèse du projet en 20 pages, et la Full Proposal à déposer pour le 17 septembre.
Ensuite, une deuxième vague d'appels à projets, ce qu'on appelle les actions RIA, donc actions de recherche et d'innovation, pour des TRL plus bas, consiste en fait en un sujet global ouvert dans la mesure où il répond à l'agenda global de la ChipsGU et également en 2 phases, 14 mai et 17 septembre. Et ensuite, on trouve un troisième sujet mentionné ici, qui est en fait un sujet pour des actions de recherche et d'innovation, RIA, mis en œuvre en une seule phase, sans contribution nationale et en coopération avec la Corée du Sud. Donc, en termes de financement, il existe en fait 3 contributeurs. Donc, l'Union européenne, via le programme Digital Europe, dont les cofinancements diffèrent en fait selon les appels et le type d'identité. Ensuite, s'agrège sur le financement européen un financement national fourni par les États membres, donc qui est variable en termes de critères et de taux de financement en fonction des États. Donc pour la France, c'est une enveloppe globale de 10 millions d'euros qui est rendue disponible pour des partenaires français et donc qui s'ajoute au financement européen. Là, il est nécessaire d'anticiper sa demande. Ce type de financement-là s'effectue via France 2030, via également les dispositifs IDEMO Europe, dont on vous avait déjà parlé dans des webinaires précédents. Et ensuite, il y a une part de cofinancement qui est demandée également par les bénéficiaires. Voilà pour les appels de la ChipsGU. Donc, dans le grand diagramme Horizon Europe que je vous ai présenté tout à l'heure, sur la partie droite, je vous ai mentionné brièvement également le Conseil européen de l'innovation, l'EIC, qui est en fait un organe européen qui vise à accompagner l'émergence et la mise sur le marché d'innovation de rupture à fort impact sociétal et environnemental. Donc, il a pour objectif d'améliorer la capacité d'innovation technologique des entreprises européennes et également sa compétitivité face à une très forte concurrence mondiale. Donc, l'EIC s'adresse en fait essentiellement à des chercheurs et à des entreprises qui développent des projets à très haut potentiel et à très haut risque, à la fois en termes de risques financiers et de risques technologiques. Donc, l'EIC vise à offrir des solutions de financement adaptées donc pour dérisquer des projets d'innovation et de rupture et donc accompagner les entrepreneurs et les chercheurs dans leur maturation technologique. Donc, les principaux clés, c'est l'accompagnement de projets à fort potentiel innovant, à haut risque et qui conduit à des innovations qui sont radicalement différenciantes en termes de produits, de services ou même de business model par rapport à ce qui existe actuellement. Donc, il y a 3 dispositifs de financement, le IC Pathfinder pour les TRL bas, le IC Transition intermédiaire et le IC Accélérateur pour les TRL plutôt hauts. Et je vais vous parler des EIC Pathfinder en bas et Accélérateur plus sur le haut. Donc, les EIC Pathfinder a pour objectif de financer les premières étapes d'un projet collaboratif de recherche risqué avec un très haut potentiel d'innovation de rupture. Donc, l'idée, c'est d'explorer des domaines technologiques et des thématiques de recherche qui peuvent déboucher sur des technologies de pointe très innovantes jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc, le financement ici s'adresse en fait à des consortiums composés de minimum 3 entités indépendantes de 3 États membres ou États associés. Donc, ça peut être des PME, des startups, des ETI, des grands groupes d'organismes de recherche. Et le consortium doit porter en fait une vision convaincante et sur le long terme d'une technologie radicalement nouvelle qui peut avoir un effet de transformation de la société et de l'économie de manière très ambitieuse. À terme, l'objectif est de générer un nouveau produit, un nouveau service qui peut être porté par une spin-off. Donc, on est sur des TRL bas de 1 jusqu'à 4 avec un financement en subvention à 100%, donc de type RIA, avec des budgets de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros. Il existe des appels open, donc sans thématique particulière, mais l'appel open est clos pour 2024. Il existe désormais l'appel challenge, donc il y a 5 challenges qui sont ouverts pour 2024, dont vous pouvez voir le détail ici même. Et la date limite de remise des dossiers pour les appels challenge est fixée au 16 octobre. Ensuite, au niveau de l'EIC Accélérateur, donc pour une fois, c'est un des très rares appels à projets monopartenaires, donc avec une candidature individuelle pour des entreprises au sein du programme Horizon Europe.
Donc, le programme UC Accelerator se situe entre les derniers stades de la recherche et le déploiement sur le marché. L'objectif est de soutenir les startups et les PME les plus prometteuses à déployer des innovations de nature radicalement innovante et de rupture sur leur marché afin d'atteindre ensuite une phase de développement qui soit suffisamment attractive pour des investisseurs privés. Donc, cet appel est dédié aux startups, aux PME, voire aux ETI de moins de 500 salariés sous certaines conditions, qui ont des ambitions d'expansion très rapides et qui cherchent à déployer leurs innovations très innovantes sur leur marché. Le financement s'effectue sous deux formes. Donc, un financement en subvention seule, jusqu'à 2,5 millions d'euros financés à un taux de 70%. Et ensuite, un financement sous la forme de prise de participation au capital. Ça signifie que l'EIC, en tant qu'organisme légal, peut prendre part au capital de la société qui est lauréate entre 500 000 et 15 millions d'euros en capital ou en quasi-capital et sous la forme de prise de participation minoritaire. C'est ce qu'on appelle un investissement patient de long terme jusqu'à 7 à 10 ans, jusqu'à ce que l'entreprise soit suffisamment attractive pour attirer de nouveaux investisseurs privés. C'est un appel à projet qui est extrêmement sélectif, extrêmement ambitieux en termes de lauréats. Voilà, on est sur des taux de succès entre 5 et 7% grand maximum. L'appel à projet s'effectue en fil de l'eau en termes de préfiltrage, donc sous la forme d'un dossier assez léger à déposer. Il y a un premier filtre qui est mis en place. Vous avez une réponse sous 4 semaines et ensuite, si vous passez le premier filtre, la proposition complète est à déposer au moment de la remise des dates de relève, la prochaine relève étant fixée au 3 octobre. Ensuite, vous avez une étape, si vous êtes présélectionné, d'audition devant un jury. C'est un dossier qui est assez compliqué à mettre en place, donc un accompagnement est réellement proposé et est réellement conseillé. Et la région propose des accompagnements spécifiques sur ces dispositifs-là, si cela vous intéresse. Il y a également des challenges qui peuvent être proposés et ces challenges sont actuellement ouverts pour une date de remise également fixée au 3 octobre. Voilà pour les appels vraiment liés à Horizon Europe. Comme à chaque fois au printemps, on vous relaie les informations qui sont liées au FED pour Fonds européen de la défense. Donc, le Fonds européen de la défense est un programme de l'Union européenne qui est destiné à financer la recherche et le développement de programmes industriels dans le domaine de la défense spécifiquement. Donc, il est doté d'une enveloppe globale de 7 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et donc, l'appel à projet 2024 est en train d'ouvrir. Donc, le FED dispose de 2 volets, un volet recherche destiné à financer la recherche collaborative et un volet développement pour le financement du développement et l'adoption de matériel commun. Donc, il y a une vocation de projet de R&D à application militaire. Le programme 2024 se répartit en fait autour de 32 sujets qui sont même rassemblés autour de 17 grandes thématiques que vous voyez écrites ici, rassemblés au sein de 6 appels thématiques et de 2 appels dédiés aux PME. Les appels à projets sont collaboratifs et donc il est nécessaire d'être une entité légale et indépendante établie au sein de l'Union européenne, collaboratif puisque les consortiums doivent être composés au moins de 3 entités situées dans 3 États membres de l'Union européenne. Il existe un appel spécifique dédié aux PME, donc la participation des PME et des ETI est particulièrement encouragée. Il est nécessaire de démontrer les soutiens étatiques qu'un projet soit éligible, donc en l'occurrence en France, un soutien de la part de la DGA. Donc pour les PME qui souhaitent candidater, la DGA met en place un accompagnement spécifique avec la soumission d'avant-projets qui peuvent s'effectuer avant le 31 mai. Donc, l'ouverture formelle du portail pour candidater va s'effectuer à partir du mois de mai. Cependant, le programme est déjà connu et publié et l'appel à projet va se clôturer le 5 novembre. Pour favoriser vos relations et le montage de consortiums sur cette thématique de la défense, à noter qu'un événement de réseautage, donc une convention d'affaires qui s'appelle Eurodev 2024, est en train d'être organisé. Donc, cet événement de réseautage
organisé par la DGA et par ses partenaires, dont le pôle SCS fait partie en région. Donc, il prendra la forme d'une convention d'affaires B2B afin de permettre aux PME de défense et de sécurité de mettre en lumière leur technologie et leur savoir-faire lors d'entretiens B2B avec d'autres PME et également avec les grands groupes de défense européens. Donc, c'est la 3e fois que cet événement-là se met en place. Et pour la première fois, il est mis en place de façon hybride, donc avec des rendez-vous B2B qui peuvent être mis en place via la plateforme B2Match entre le 1er mai et le 13 mai, mais également en présentiel le 14 mai sur Toulon. Donc, vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement sur cette plateforme-là. Et ensuite, vous pouvez avoir accès aux personnes à compter du 15 avril. Vous pouvez voir les personnes qui sont déjà référencées et que vous pouvez solliciter pour des rendez-vous de l'ordre d'une vingtaine de minutes. À noter que plus de 200 personnes sont déjà inscrites à ce jour, provenant d'une vingtaine de pays européens. Donc, si vous êtes dans les technologies du numérique, par exemple, adaptées à des applications duales, dont la défense, c'est tout à fait pertinent pour vous. Donc, en hybride sur la première quinzaine de mai et ensuite en présentiel le 14 mai à Toulon. N'hésitez pas à venir vers moi si cet événement vous intéresse également. Voilà, pour terminer de façon générale, si vous êtes intéressé pour le montage de projets européens collaboratifs, SCS, voilà, et peut activer son réseau européen. Nous sommes associés avec un certain nombre de clusters, donc d'autres pôles en Europe, que ce soit des pôles thématisés marché dans le domaine, par exemple, de l'automobile, de l'agriculture, de la mobilité, de l'environnement, etc., ou bien également des pôles et des clusters dans le domaine du numérique, de la photonique, etc. Donc, nous pouvons activer ce réseau-là pour vos recherches de partenaires. Nous sommes nous-mêmes membres de l'Alliance Silicon Europe dans le domaine de la microélectronique et des technologies associées, membres du réseau Ensure Collaboratif dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Et donc, nous pouvons activer ces réseaux-là si nécessaire. Nous avons une offre d'accompagnement permanente au sein du pôle SCS pour vous aider en fait dans votre recherche de financement européen, avec la veille d'identification des appels à projets des différents guichets qui peuvent correspondre à votre thématique, un accompagnement pour la qualification et l'orientation. On peut vous mettre en relation qualifiée avec des partenaires potentiels, comme je vous l'ai dit précédemment. Nous pouvons également vous recommander des experts pour vous fournir un support à la rédaction, le montage de vos dossiers, etc. Nous pouvons également activer le processus de labellisation que Gérard a présenté précédemment par la commission européenne, par la commission projet pour crédibiliser encore plus vos dossiers de demande de financement européen. Et nous pouvons faire une relecture argumentée et effectuer des recommandations lors de vos dossiers de candidature. Donc, suivant le type de guichet auquel vous candidatez, ces services-là peuvent être inclus dans l'adhésion ou correspondre à un service supplémentaire. Pour terminer, puisqu'on parle d'international, je voulais vous rappeler également que le pôle SCS sera présent à la foire de Hanovre, le salon Hannover Messe, qui aura lieu du 22 au 26 avril prochain. Le pôle SCS sera en particulier présent lors du 24 avril, puisqu'on a un projet européen qui s'intitule DREAM, au cours duquel on va mener un événement final voilà, de réseautage et de communication des résultats du projet. Donc, au sein de cette matinée-là, on aura la possibilité de mettre en avant des solutions développées par des PME européennes et qui ont été financées par le projet DREAM pour le déploiement de solutions numériques dans l'industrie manufacturière. Il y aura également des sessions de networking qui seront disponibles, en particulier avec les écosystèmes belges, wallons et les écosystèmes allemands. L'événement est gratuit et pour toute personne qui s'y inscrit, on vous propose une entrée gratuite au Hannover Messe. Donc, si vous êtes présent, vous avez l'intention d'y participer, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien que vous trouverez sur ce slide. Voilà, je crois qu'il est quasiment midi, donc on est à peu près en ligne avec le timing. Si vous souhaitez voilà, nous contacter, vous avez mes coordonnées ici. Et si jamais il y a des questions qui ont été présentes dans le chat, je suis disponible pour y répondre maintenant ou bien plus tard si des questions émergent un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Marielle. On est parfaitement dans le timing. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais effectivement, si d'autres questions vous viennent en tête, n'hésitez pas à les transmettre directement à Marielle. Vous aurez son adresse mail sur les slides qui vont vous être communiqués. On espère que ce webinaire aura répondu à vos questions et vous aura éclairé sur les aides publiques et privées pour financer vos projets.
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions et nous vous remercions pour votre participation. Si vous pouvez rester une petite minute à la fin de ce webinaire, vous aurez une petite enquête de satisfaction qui nous aidera à nous améliorer. Nous vous remercions d'avance et une très bonne journée à vous. Merci Gérard, merci Marielle et merci Anne Quentin de la BPI. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.